Alors Enki Bilal, bonjour et merci de nous recevoir dans votre magnifique atelier. Guillaume Lecointre, bonjour également. Bonjour. On a un dessinateur de renommée qui n'est plus à expliciter. On a un scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. C'est un alliage qui n'est pas forcément évident, qui ne va pas forcément de soi. Pourtant, ça fait quelques années de compagnonnage qu'il y a déjà entre vous. Ça date, je crois, d'une exposition qui avait été faite aux Arts et Métiers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette rencontre? Je ne sais pas qui veut commencer, Enki. Bah, Moi, l'aspect scientifique fait partie, que je le veuille ou non, de mon univers. Je veux dire, le simple fait de parler de l'humain, de parler de nos sociétés et de notre futur, c'est quand même un peu les thèmes de prédilection que j'aborde, inclut la science. Je veux dire, la science fait partie de notre cheminement et de nos grandes aventures. Hein. Des grandes aventures de l'humain, ça passe par l'invention, l'innovation, la quête absolue, toujours, de recherche. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé et fasciné par le monde scientifique. Et on s'est rencontrés par un ami commun, qui était Denis Petit, enfin bon, Oui. parce que simplement, il était question de projets qui incluraient ma participation à des démarches scientifiques. Voilà. Les choses se font comme ça, et notre rencontre se fait comme ça, de manière tout à fait presque naturelle, et on a accroché sur le fait simplement qu'on avait des visions et des regards qui allaient comme ça vers l'avant, vers toi par tes recherches, par ton fonctionnement intellectuel, par ton voilà, l'art et la science, pour moi, c'est deux choses qui sont parfaitement compatibles et même qui sont parfaitement complémentaires. Et on s'est trouvé en osmose immédiatement parce que pour le scientifique que je suis, le scientifique n'est pas fâché avec le changement. Il doit expliquer collectivement et rationnellement le monde réel. Et ce monde réel, je ne vais pas dire qu'il nous échappe, faut pas exagérer, mais il est toujours un peu fuyant. Les choses changent tout le temps. Et j'étais familier avec l'œuvre d'Enki. Ce qui m'avait fasciné justement, c'est cette dynamique du changement. Dans l'œuvre de Enki, il n'y a pas de personnage figé, il n'y a pas de personnage monolithique, il n'y a pas de super-héros. On est dans des personnages et dans des situations où on sent l'avenir en devenir et on sent le poids du passé. On est vraiment dans une dynamique de changement. Et alors, en histoire naturelle, particulièrement, en histoire naturelle, c'est pas seulement décrire le monde réel, c'est aussi caractériser le changement du monde à toutes les échelles de temps, à une échelle de temps courte et une échelle de temps longue. Et cette dynamique du changement et cette humilité des personnages de Enki qui se font balloter par l'histoire, qui se font chahuter par les contingences. Le vivant, sur lequel je travaille, c'est la même chose. Le vivant, il est chahuté par l'environnement. D'ailleurs, c'est ce qui se produit encore aujourd'hui de manière puissance 10. Et donc, il y a cette vision, c'est tout à fait juste, hein, cette vision du monde commune qui fait que le scientifique ne peut être que perméable à l'œuvre d'Enki Bilal. Et je ne parle pas de technologie quand je dis ça, parce que bien sûr que les préoccupations technologiques, elles sont présentes dans l'œuvre, mais je parle vraiment du fond, la vision du monde, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en l'espèce, Enki Bilal, vous fonctionnez un petit peu comme un journaliste, c'est-à-dire que vous discutez avec un scientifique pour vous alimenter, pour vous abreuver, pour faire un peu l'éponge, quoi, en quelque sorte, et le restituer ensuite en dessin. Non, en fait, je pense pas. Hein. Je me fais ma propre culture scientifique avec une énorme liberté qui fait bondir d'ailleurs les scientifiques. Parce que je veux dire, je prends des libertés absolument énormes avec la science, mais ça fait partie du jeu. Le scientifique le comprend, il comprend très très bien que je ne suis pas précisément dans une démarche journalistique ou de reporter ou de retranscripteur d'une réalité. Je me sers simplement de la science pour imaginer, pour fabriquer ce miroir que je mets un peu devant nous, donc dans une temporalité proche, qui nous renvoie effectivement à l'image de notre présent et de notre passé, ce que tu disais si bien aussi, dans cette espèce de va-et-vient entre le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est non, le plaisir de côtoyer les scientifiques, c'est pas pour essayer de soutirer des informations. Les informations, je les fabrique quelque part, je vais à ce moment-là sur Internet chercher des trucs, voilà, des stimuli, mais je maîtrise en fin de compte la science absurde que je décris.
Mais en même temps, elle est validée comme étant un regard, une interrogation sur le monde de l'humain à travers la science. C'est ça, parce que chez toi, il y a une lucidité. Évidemment que le scientifique ou le public ne va pas lire l'œuvre d'Enki Bilal Pour comme apprendre des choses. Voilà, c'est ça, comme prescriptrice d'un contenu scientifique. Par contre, le scientifique va y trouver une lucidité qui est précieuse. Rêver en restant lucide, rêver en restant en prise directe avec les changements du monde et le monde tel qu'il est. C'est un monde sans illusion et c'est un monde sans perfection. Et l'illusion et la perfection ne font pas partie du monde scientifique. Encore une fois, on est encore sur une vision commune. Ce qu'on retrouve, ce que le scientifique va trouver chez Enki, c'est cette vision où les entités qu'on va rencontrer, certes, sont fantastiques. Elles sont dans un univers d'elles-mêmes. Quand on voit des requins marteaux tout rouges, on voit bien en effet que on n'est pas en train de nous prescrire une description de l'espèce. C'est pas ça l'idée. Il passe là, entre nos jambes. Là, il passe entre nous. Mais on est sur. On sait que cette utilisation du réel, elle est faite pour délivrer un message qui est compatible avec la vision qu'ont les scientifiques du monde réel. Voilà. Donc on est vraiment sur, pas sur une description, mais sur un fond philosophique, j'ai envie de dire. Il y a une cohérence dans les mondes que vous inventez sur papier ou au cinéma, hein, puisque vous avez signé plusieurs films, on en parlait tout à l'heure, avec Piccoli, Trintignant, des acteurs magnifiques. Et il y a une cohérence, et c'est un prisme pour voir le réel, quoi, finalement. Oui, il y a deux éléments de cohérence que je trouve, en plus du changement dans l'œuvre et de la lucidité, qui sont celles d'Enki. Il y a cet aspect de fragilité. On disait tout à l'heure que les personnages se font balloter, et cette fragilité, et en même temps, il y a une historicité. Les personnages sont balafrés, les personnages portent les marques des étapes par lesquelles ils sont passés. Et puis, on sait que tout peut basculer à tout moment et que demain, ils ne sont certainement pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est exactement la façon, encore une fois, dont le scientifique va voir le vivant. Le vivant, il porte les marques de son histoire. Ce pouce opposable... alors c'est pas une balafre, on est bien d'accord, mais ce pouce opposable, il fut une époque où il servait à attraper des branches. Il est resté là. Aujourd'hui, on l'utilise pour autre chose. Cette historicité du corps et des êtres vivants en général, on la trouve en histoire naturelle. Vous avez 3 muscles pour remuer les oreilles, vous vous en servez plus, mais ces muscles, ils servent chez le chat, chez le lapin, mais chez nous, ça sert plus à rien. Donc ça, c'est des marques de l'histoire aussi. Et puis fragilité, on sent... alors, fragilité des personnages chez Enki, mais aussi fragilité de l'environnement, de l'écosystème. Les préoccupations environnementales, elles te sont évidentes, enfin, on les trouve évidentes, hein, tout particulièrement dans ces dernières œuvres. Nous, au muséum, bah, c'est pareil, on est pourvoyeur d'informations, on garantit la fiabilité d'informations sur l'état de la biodiversité, l'état de la géodiversité, l'état du monde naturel, j'ai envie de dire, de manière à ce que nos publics et nos politiques soient le mieux avertis possible sur ce qui pèse, sur les enjeux qui pèsent dans l'avenir, sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je fais ce que tu fais en tant que scientifique. Tu viens de décrire très très bien, pour occuper du vivant, de son histoire, de son évolution, sa fragilité, etc. Moi, je le fais tout naturellement aussi avec l'humain et le monde dans lequel il vit. Oui, c'est ça. Mais je le fais tout naturellement. Alors, je dirais jamais que je suis un écolo. Je trouve que les écolos, aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, sont consternants. Je veux dire, sont dans l'idéologie, n'ont absolument rien compris à la planète ni au danger. J'ai l'impression qu'ils sont un peu hors sol. Ça, c'est une autre histoire. Donc moi, c'est purement intuitif, hein, et c'est une posture, je suis à assumer que l'homme et son environnement sont intimement liés et que l'un est responsable de l'autre. Voilà. Donc c'est un peu, ça rejoint, je veux dire, ma démarche, elle est scientifique quelque part dans la narration, dans la création
Et dans la dramatisation, évidemment, parce que c'est toujours mieux de dramatiser que d'être béatement optimiste. Mais il n'y a aucune raison d'être béatement optimiste, malheureusement. Bruno David, le président du muséum, a usage de dire que l'histoire de la vie, enfin le vivant façonne l'histoire de la Terre. Il y a 3 km de couches de sédiments sous nos pieds, d'épaisseur, 3 km d'épaisseur, ça a été fait par des êtres vivants, ces sédiments. Ouais, ce sont des calcaires, voilà. Et la vie façonne la Terre et la Terre façonne la vie. Et cette philosophie, on devrait la garder quelque part en tête. Et on est complètement... j'ai envie de dire qu'il y a un fond philosophique, évidemment, qui est évident et qui est commun. Tout scientifique devrait être perméable à la lecture des œuvres d'Enki Bilal. Alors Guillaume Lecointre, vous citez les dernières œuvres d'Enki Bilal dans ce cycle Bug qui accueille bientôt un 3e tome. Il y a une couche supplémentaire, en tout cas vous parlez de cette couche supplémentaire qui vient se superposer à celle de l'humain et de son environnement qui vient d'être citée, c'est le numérique qui a maintenant complètement façonné et bouleversé nos existences. Et l'argument de départ de Bug, c'est qu'un matin, on se réveille et il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus un seul lien qui marche. Le numérique s'est effondré. Cette transformation du monde via le numérique, est-ce que vous pouvez la prolonger un petit peu là, dans cet échange? Il y a ce que vous dites dans le livre, mais... Ça peut être là comme une espèce d'alerte, mais je ne suis pas du tout un lanceur d'alerte. Mais je me suis posé la question, comme tout le monde, avec cette addiction qui nous a tous gagnés, on ne peut pas le nier, du numérique, qui est une révolution scientifique majeure et exceptionnelle, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. En temps réel, en une fraction de seconde, la planète entière peut être contaminée. Il y a un virus, et en temps réel, tout le monde réagit en même temps, tout le monde se confine, toutes les villes se ferment, enfin, c'est sidérant, la vitesse à laquelle les choses vont. Donc, cette addiction, moi, je me suis dit que tout simplement, plus le temps passera, et c'est pour ça que je situe l'histoire en 2040, avec la plausibilité qu'il y ait eu une mission sur Mars, c'est très important que ça soit possible pour le personnage et puis voilà. Mais en tout cas, ce temps passé à être sous addiction, si on est privé du jour au lendemain de cet outil qui nous aura façonné, dont il aura fait, qui nous a rendu totalement addicts et totalement paresseux sur le plan de la mémoire notamment, on est en train de la déléguer complètement à des fichiers, c'est quand même à du numérique, à du virtuel, ce qui est sidérant. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une évidence. Et le sujet donc est très fort et très vaste, je l'empoigne, et là je me dis que c'est sans fin, et qu'on a une responsabilité terrible à ne pas être vigilant. Alors, il ne s'agit pas de rejeter le progrès, surtout pas. Je redis, c'est une avancée majeure, c'est fascinant, c'est exceptionnel, l'outil est exceptionnel, mais on s'affaiblit terriblement. C'est-à-dire que c'est un confort qui est un faux ami. On se fragilise énormément et surtout, alors, le cerveau, c'est pas un muscle, mais la mémoire, de faire travailler son cerveau de manière vivante, c'est quand même nécessaire. Et là, c'est ce que je dis, la mémoire vive, c'est une catastrophe pour la mémoire vivante. L'emprise du numérique, je la vois comme une emprise techno-scientifique, plutôt que scientifique, dans le sens où être scientifique, c'est travailler une vision du monde avec des méthodes particulières. Le techno-scientifique, c'est plus que ça. Il y a une couche supplémentaire, économique, sociale, politique, symbolique, culturelle, bien sûr. Mais ce qui me plaît particulièrement dans Bug, en tant que scientifique, c'est qu'à travers la mise en garde, non pas le renoncement au progrès, mais la mise en garde qui est celle d'Enki, ce qui me plaît, c'est que les individus vont devoir renouer avec leur animalité. Et ça, c'est encore, du point de vue de l'histoire naturelle, quelque chose qui plaît aux scientifiques en lisant Enki Bilal, c'est que tous ces personnages ballottés ont une animalité, si ce n'est pas une hybridité avec des animaux. On le trouve dans les œuvres précédentes. Oui, voilà. Il y a cette perméabilité de ce que culturellement on appelle la frontière homme-animal, qui pour un scientifique n'est pas une frontière. Nous sommes des animaux. Zoologiquement parlant, nous en sommes. Nous avons le collagène, nous avons des jonctions serrées entre nos cellules, nous avons un type de spermatozoïde particulier qui est propre aux animaux. Bref, nous sommes des animaux zoologiquement parlant.
Et Enki n'a jamais renoncé à l'animalité de l'humain, et elle transparaît à travers cette hybridité qu'on voit tout le temps. Et là, on est moins dans la dernière œuvre, on est moins dans l'hybridité, mais on est un peu plus dans le retour à l'animalité, et tu l'as dit, à une forme de fragilité, dépourvue de nos suppléments, de nos augmentations, de nos sophistications technologiques. Eh bien, on retourne à nos capacités animales, et dans Bug, on voit en effet que ces capacités animales, elles ont été perdues pour certains individus, certains personnages. Certaines de ces capacités ont été perdues au moment où le numérique s'avère ne plus être là. La personne se rend compte que ça marche plus. Et là aussi, n'oublions pas de rester des animaux. C'est pas une insulte, hein, c'est une qualité, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on voit dans l'exposition qui est actuellement au musée de l'Homme, hein, cette animalité des individus, hein, c'est une expo passionnante. Oui, tout à fait, ça résonne avec l'exposition, bien sûr. Le numérique, néanmoins, pour un scientifique, ça a tout changé. Enfin, c'est un outil merveilleux en termes d'archivage, en termes d'échange de données avec les collègues, avec les confrères, en implique. Vous êtes en contact avec quelqu'un de Washington mais je pense que beaucoup de métiers, le nôtre, oui, bien sûr, mais énormément de métiers ont été touchés par les capacités numériques qu'offre le numérique. Le commerce aussi, enfin, toutes les activités humaines sont impactées aujourd'hui quasiment. Alors, peut-être moins l'agriculture, hein, je sais pas, mais je m'avancerai pas. Mais il y a beaucoup d'activités humaines qui ont été bouleversées. Ouais. Mais en même temps, il y a des paradoxes, des aberrations. On continue toujours à abattre autant d'arbres. On aurait pu penser que le numérique supprimerait, réduirait drastiquement l'utilisation du papier dans les administrations, par exemple. On se rend compte qu'il n'en est rien. Et en pire, c'est qu'à la limite, les deux s'ajoutent. La gestion des deux est une catastrophe. Mais bon, ça, ça fait partie de ces aberrations. Mais oui, les historiens des technologies le disent, il n'y a pas de transition, il n'y a que des cumuls, en fait. Comme il y a un appétit, il y a une... Puis on ne sait pas dégager quelque chose en disant c'est terminé, ça, voilà. On ne sait pas, parce que c'est trop compliqué, et donc on accumule, effectivement. La cupidité est une force incroyable, hein, et à chaque fois qu'une nouvelle ressource arrive et nous fait croire qu'on pourrait renoncer à une ressource précédente pour la préserver. Non, c'est pas ce qui se passe. La ressource précédente est exploitée et la nouvelle aussi, et ça offre encore plus de possibilités à nos cupidités au pluriel. Et ça, c'est dramatique. Le mythe... ce qu'on appelle les transitions énergétiques, les historiens vous diront que localement, c'est peut-être vrai, il y a peut-être des transitions énergétiques localement, mais globalement, à l'échelle de la planète, il n'y a que des cumuls, en fait. Il n'y a que des cumuls. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire ces fameuses transitions dont on parle. Mais on s'égare peut-être du sujet. Revenons un petit peu sur Bug, parce qu'il y a un élément, je trouve, sur lequel j'avais envie de faire réagir un spécialiste de l'évolution comme vous, Guillaume Lecointre, parce qu'on a dit que Bug, comme le reste de votre œuvre, il y a un côté un peu dur, un peu dystopique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Oui. Et il y a notamment ces histoires de personnes. Internet s'est effondré, on n'a plus accès à aucune donnée. Mais il y a des gens dans la société qui sont hypermnésiques, qui ont une mémoire extraordinaire, et donc ils font l'objet de kidnapping parce qu'ils deviennent une ressource pour les autres. L'évolution peut prendre des chemins comme ça, un petit peu des chemins originaux et qu'on n'avait pas attendus. Là, dans Bug, c'est les gens qui ont une mémoire extraordinaire. Ou alors les très vieux. Ou alors les très vieux qui ne sont pas Alzheimer, qui fonctionnent à l'ancienne, qui savent faire marcher une vieille voiture, qui n'est pas numérisée, voilà. qui savent piloter un vieil avion. Qui n'est pas numérisé. Donc du coup, il y a cette espèce de revanche du troisième âge. Oui, c'est plein de situations, effectivement. Il faut de l'humour dans des sujets comme ça. Moi, il y a de l'humour dans tous mes récits, y compris les plus difficiles, après l'éclatement de la Yougoslavie, le sommet du monstre qui est dur. Même là, on peut parler d'humour noir, mais l'humour, c'est absolument nécessaire pour rendre vivant et crédible et comment dire, digérable, je veux dire, ma création. Pour moi d'abord, c'est une question de salubrité. Et l'animal, est-ce que les animaux, nos frères,
humains, mais des animaux qu'on traite comme des animaux. Est-ce qu'ils ont de l'humour? Est-ce qu'il peut y avoir de l'humour dans ça? Parce que ça, c'est une spécificité de l'humain, de l'homme animal. Moi, je pense qu'il doit y avoir, bon, des chimpanzés, il doit y avoir des plus proches de nous, mais est-ce que, question que je ne pensais pas poser, mais qui n'aiment pas. Mais il y a les éthologistes s'y intéressent, ils vont distinguer l'humour et le rire. Alors, je ne sais pas si on peut le distinguer tant que ça, mais si on rit, c'est qu'il y a peut-être une situation d'humour. Oui. La peau de banane fait rire tout le monde. Qui tombe, en soi, c'est une situation. Le rire l'équivalent du rire a été décrit chez le rat, chez le chimpanzé, chez le rat, chez le chimpanzé et chez l'humain. Donc si on se donne les moyens et la loupe pour aller y voir, si on se pose la question, finalement, on le découvre quelque part. Et le poulpe, je ne sais pas. L'humour du poulpe, je ne sais pas. Mais il faut plonger davantage. Le poulpe est malin, il est très malin. Oui, voilà, faut plonger davantage. Alors l'évolution de l'humain qu'on voit via l'histoire de la mémoire, je crois que vous dites que à la question de savoir si l'être humain peut encore évoluer, vous dites que c'est une question d'occidental, quoi, souvent. Oui. Je réponds d'abord à votre question antérieure et ensuite à celle-là. Ce qui est frappant dans l'effondrement des spécialisations de l'humain obtenues par les augmentations dans Bug, les spécialistes s'effondrent et les généralistes qui ont encore leur vieille mémoire, les généralistes qui savent encore conduire une DS de Citroën, celui qui sait encore conduire un bateau, etc. Ces généralistes finalement reprennent le dessus un petit peu. Et il y a un parallèle avec ce qui se passe dans les écosystèmes, c'est que quand vous changez drastiquement et brutalement un écosystème, les spécialistes vont s'éteindre, et vous avez une augmentation démographique des généralistes qui peuvent un peu tirer parti de toutes les situations, généralistes, voilà. Alors pour ce qui est des organismes vivants, plutôt à temps de génération court et plutôt de petite taille. Enfin voilà. Donc la biodiversité de demain, ça sera peut-être des organismes à temps de génération court, de petite taille et capables de tirer parti de plusieurs types de ressources, des généralistes. Et pour répondre à votre question sur l'évolution de l'humain, c'est vrai que la question se pose souvent à nous, on nous pose la question, nous les évolutionnistes professionnels, on nous demande quelle sera l'évolution de l'humain demain, et souvent on attend de par l'interlocuteur cette augmentation technologique, voire même biologique. Dans l'exposition aux frontières de l'humain, il y a une section qui s'appelle « Je suis un mutant ». Et puis il y a toute une section sur l'augmentation, la supplémentation du corps, et puis l'augmentation. Est-ce que l'évolution de l'humain n'est pas une prise en main par l'humain technologique, pour l'occurrence, de son propre devenir physique? Et ma réponse est extrêmement prudente par rapport à ça. C'est que les moyens qu'on décrit de modification du génome ou de modification du corps, c'est des moyens qui sont donnés à moins de 10% de la population mondiale, du point de vue socio-économique. Et que finalement, si on veut bien regarder l'ensemble de l'humanité, car si on parle d'évolution, on parle de l'ensemble de l'humanité, pas seulement des 10% les plus riches, ce qui démographiquement est ridicule, bien sûr, eh bien on s'aperçoit que finalement, encore aujourd'hui, les pressions de sélection qui pèsent sur les populations humaines sont les mêmes vieilles pressions qui ont toujours existé, celles du parasitisme. Les virus, les bactéries, les animaux pathogènes, par exemple, il y a des vers pathogènes qui impactent beaucoup les populations africaines en zone intertropicale, dans les pays, là où les pays sont démographiquement très dynamiques, mais en même temps sanitairement dépourvus. On meurt principalement. Les principales causes de décès, ça reste des maladies parasitaires, et ça a toujours été le sort de l'humanité. Il n'y a pas d'espèce animale ou végétale qui ne soit pas parasitée. D'ailleurs, nous portons en nous la trace de nos anciens parasites. Nos petites centrales énergétiques cellulaires, c'est d'anciennes bactéries qui se sont intégrées à nos ancêtres, les cellules à noyaux. Et puis, on a bien sûr le fameux microbiote sans lequel on ne pourrait pas vivre. Et puis, on a une flore dermique qui fait qu'on n'est pas envahi par les champignons. Nous sommes un consortium d'organismes, et les consortia tels que ceux-là se mettent en place au début par des situations de parasitisme, en quelque sorte. Il y a un bug, parce que dans le début du bouquin, il y a cet insecte qu'on trouve sur le pilote. Oui, alors ça, c'est de nature extraterrestre, on l'a compris, d'où Mars, effectivement. Mais je suis...
En fait, je suis en train moi-même de créer comment dire, mon univers scientifique. Quand on fait une histoire comme celle-là, on repose sur un certain nombre de réalités plausibles. Hein, donc le numérique qui disparaît, on se pose évidemment la question de savoir comment ça se manifeste, comment les gens réagissent. D'ailleurs, si j'avais fait un travail réaliste sur Bug, sur un événement aussi démesuré et dramatique que ça, si j'avais fait quelque chose de réaliste, j'aurais fait un chaos au bout de 3 jours. Sur le plan planétaire. L'être humain, là, je ne dirais pas se serait comporté comme un animal, parce que j'ai trop de respect pour les animaux. Je pense que l'homme a trahi complètement même son animalité. Il le fait déjà suffisamment sans que un bug se révèle. Donc j'ai éliminé évidemment totalement cette option-là, l'option réaliste, pour une option plus... j'ai réglé le problème des morts, parce qu'évidemment il y a beaucoup de morts, des ascenseurs bloqués, les avions en vol qui s'écrasent, enfin bon... C'est suggéré, en effet. C'est suggéré de manière légère, enfin bon, bref. Et en tout cas, après, c'est plus la construction d'un monde, d'une philosophie par rapport à ce manque, et puis donc ensuite, cette ouverture sur un être humain seul qui se retrouve, malgré lui, dépositaire de toute la mémoire du monde. Il y a un disque dur qui contient absolument vos numéros de téléphone à tous, toutes vos vies, et puis surtout tout ce qui a été numérisé sur la planète depuis que le numérique existe. Donc ça veut dire que c'est une espèce de bibliothèque gigantesque, encyclopédie. Et donc ça, c'est le côté de quelque chose de tout à fait plausible, réaliste et scientifiquement et technologiquement prouvé, existant. Bon, c'est cette ouverture sur sur la fable. Hein, donc, effectivement... Et si tu me permets, il y a une fraîcheur. J'adore la fraîcheur de ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup sous la domination des représentations culturelles anglo-saxonnes. Hein. Si un scénario très formaté. Voilà, si un scénario tel que celui-là avait été mis dans les mains d'un cinéaste anglo-saxon, n'importe lequel, on aurait mis l'emphase sur les morts, comment dire, le caractère spectaculaire et catastrophique d'un nombre de morts incroyables. Tout le monde aurait sorti son flingue. Enfin bon, bref, on serait dans une mise en scène hypertrophiée de l'hécatombe. C'est pas du tout ce qu'on trouve chez Enki. S'il y a eu hécatombe, elle n'est que suggérée. Et c'est pour ça que je parle de fraîcheur, c'est que on a l'impression de lire quelque chose qui est européen et civilisé au sens européen du terme. C'est-à-dire que c'est pas l'hyperspectacle, la mise en scène de la prédation qui va l'emporter. C'est la survie, c'est la fragilité, et c'est aussi l'humilité, ce qui n'est pas du tout, me semble-t-il, dans beaucoup des œuvres que le cinéma dominant nous donne à voir, provenant du monde anglo-saxon. Les personnages nous offrent une forme d'humilité de l'humanité. Certes, peut-être que l'humain a renoncé à l'animal qu'il était, mais finalement, avec Bug, l'humain va peut-être retrouver une partie de son animalité, mais surtout, on en apprend une forme d'humilité. La disparition du numérique devrait contribuer à nous rendre humbles. Enfin en récit, j'entends, hein, devrait contribuer à nous rendre humbles. Ouais. Alors, Enki Bilal, Guillaume Lecointre, on a dit au début de cette conversation comment vous vous êtes rencontrés à l'occasion d'une exposition il y a des années. Rebelote, si je puis dire, puisqu'il y a une nouvelle exposition qui s'ouvre au Musée de l'Homme en mars 2022. J'aimerais bien que vous nous la présentiez dans vos mots. En quoi consiste-t-elle, Enki Bilal ? C'est une exposition qui est, qui est née naturellement, une proposition de Guillaume et de Véronique Roy, parce que dans leur tête c'était évident, j'imagine. Bah, vu ce qu'il y a dans l'exposition Frontières de l'humain, ici il y avait bien un artiste. Ouais. Imagine, juste un mot, les Frontières de l'humain, on est dans le triangle entre l'augmentation biologique et l'augmentation technologique, la frontière future de l'humain, la frontière passée, l'animalité, et l'humain lui-même. Enfin, on est homme, animal, machine, et ça résonnait, mais terriblement, avec ce que tu avais déjà fait au CNAM. CNAM, bien sûr, bien sûr. Et ce que j'ai toujours fait, en fait, lorsque la proposition est formulée, moi je me dis, mais c'est une évidence. C'est une évidence, mais je n'imagine pas à quel point c'est une évidence.
Et lorsque je me mets à faire le tri, à commencer à regarder quelles sont les images, parce que j'ai énormément de choses que je pourrais montrer, il y a eu des expositions un peu partout, certaines ne sont pas disponibles, bon bref, je fais une sélection d'images, et en fin de compte, toutes ont un lien avec ce sujet, alors, ce sujet qui est très vaste, hein, les frontières de l'humain, et tout ce qui est dans l'exposition, tout ce que ça implique, tout ce que ça ouvre comme porte, comme ouverture, mais tout ce que j'ai fait, visiblement, il semblerait, sauf peut-être les tout premiers récits qui étaient situés, je ne sais pas, à la croisée des oubliés, mais même ça, ce que j'ai fait avec Pierre Christin, etc. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose de très peu original, et de la part de ceux qui m'invitent, et de moi, d'être dans le concept, puisque voilà, quelque part, je chemine avec ça, et je pense que tous les humains, d'ailleurs, cheminent avec la science et la technologie. C'est bien d'associer les deux, parce qu'on est confronté à ça, sans le savoir. Je crois qu'on peut pas, il n'y a pas plus important, finalement. La place de la science n'est pas reconnue à sa juste valeur quelque part. Je dis ça parce que on vit complètement dans un monde qui est scientifisé à fond, de plus en plus technologisé, etc. Et il y a un paravent qui gâche un peu, qui brouille les pistes, c'est le financement, c'est la finance, c'est le profit, c'est l'argent, tout ça. Mais je veux dire, l'être humain s'est construit à travers l'évolution scientifique. Oui, bien sûr. Et sa connaissance, il a pu comme le Big Bang, on essaie d'aller choper l'image originelle. Je veux dire, en progressant, on va voir de plus en plus loin. Donc il y a ça aussi. L'humain s'est façonné en s'emparant du réel dont il avait besoin pour se nourrir, pour survivre, et puis en ne gardant de cette activité sur le réel qu'il faisait réagir que les solutions qui lui servaient au début, les solutions qui marchent. Il doit faire fonctionner sa rationalité et il doit faire fonctionner l'efficacité d'un rapport au réel. Et ça ne s'appelle pas encore de la science, mais on y est presque. Oui, à partir du moment où, en agissant sur le réel, quelqu'un s'est mis à écrire le résultat de son expérience pour que ça puisse être soit testé par autrui, soit pour le transmettre simplement aux générations suivantes, ça a commencé à devenir ce qu'on appelle de la science, c'est-à-dire une controverse entre des individus, mais dont un rapport au réel est l'arbitre en quelque sorte. Si jamais nous ne sommes pas d'accord, allons vérifier dans le réel ensemble, et ce qui nous évite de nous taper dessus d'ailleurs, c'est pas plus mal. Et si on accepte de jouer la règle du jeu, eh bien, parce qu'il y a une règle du jeu à jouer quand même, jouons le même jeu et on va se mettre d'accord sur ce qu'est le réel, et aussi les modifications qu'on est amené à en faire. C'est juste ce que tu dis, nous vivons dans un monde dont la production scientifique est omniprésente, production dans ses résultats ultimes, quand c'est passé par le filtre économique et social, on trouve les innovations technoscientifiques, ce qu'on appelle les innovations technoscientifiques, on vit dedans. Et nos concitoyens, occidentaux principalement, vivent dans une forme de divorce, c'est-à-dire qu'ils exploitent à leur bénéfice, ils profitent finalement des avancées technoscientifiques, mais beaucoup avec une pensée magique finalement, avec une pensée qui n'est pas une pensée scientifique, c'est-à-dire que les productions ultimes de la science servent à tout le monde, mais tout le monde ne raisonne pas comme un scientifique, et en période de difficultés sanitaires, on peut être amené à le regretter. C'est-à-dire que il reste quand même beaucoup d'irrationnel, et puis surtout de raisons que les gens ont de croire ce qu'ils croient, autre que simplement un rapport au réel impliquant une règle du jeu. On a les gens, nous tous, autant qu'on est, nous croyons beaucoup ce que nous avons besoin de croire avant de croire ce qui est scientifique. Et c'est ça qui pose parfois problème. Mais ça me fait penser à une des premières expériences humaines, scientifiques du coup. C'est un extrait de film que je cite souvent, qui est de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Ce qu'on appelle l'aube de l'humanité. Au début du film, on a des hommes singes qui vivent petit à petit. Il n'y a pas un son, c'est sublime, des images magnifiques. Et puis petit à petit, on est confronté, ces hommes singes sont confrontés à un point d'eau. Et en face, de l'autre côté du point d'eau, il y a un autre groupe qui veut aussi boire dans le même point d'eau. Donc il y a un affrontement, des cris, etc. Bon, ceux qui ont vu le film se souviennent très bien. Et puis il se passe un moment où, alors, expérience inattendue et involontaire, un des hommes singes prend un os d'un animal mort, etc.,
et puis il le fait tomber sur un autre os qui éclate en 1000 morceaux. L'os est cassé parce que simplement la force de... Et là, idée. Eh bien, le plan d'après, le même point d'eau, il y a le groupe qui commence à boire et l'autre qui arrive armé de os. Et il commence à taper sur ce qui n'avait pas encore réfléchi à cette idée. Donc l'invention de l'arme, donc l'expérience physique, et puis donc ensuite cet os qui est lancé comme ça en signe de victoire par le singe triomphant et qui se transforme en vaisseau spatial. Et le beau Danube bleu, etc., etc. Et on est autour de... Et la métaphore est bouclée. Ouais, voilà. Et voilà, donc tout ça, c'est un peu le... C'est un peu ce qui nous unit, en fait, cette espèce de vision comme ça, du lointain, très très lointain et très très proche. Donc il y a une œuvre d'Enki Bilal qui est déjà visible dans l'exposition à l'heure actuelle, avec une belle phrase de Flaubert qui parle de l'homme qui porte ses entrailles et qui... C'est vous qui l'avez choisi, la phrase de Flaubert? Oui, mais j'ai sort d'un livre précédent, Animals, dans lequel j'avais mis un certain nombre de citations dans la bouche de mes personnages. Alors, les gens qui n'avaient pas compris croyaient que je voulais faire étalage de ma culture. C'était prétention, pas du tout. Non, c'était pour dire simplement que la planète, pour moi, être vivant, qui s'était révolté contre les humains en disant « vous m'avez trop fait de mal, maintenant démerdez-vous, j'en sélectionne une toute petite partie et démerdez-vous ». Et donc je vous mets à l'épreuve, qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage sur Terre? Ils ne sont pas morts, hein, mais qu'est-ce que vous avez? La mémoire. Donc la culture fait partie des piliers importants pour moi de la vie et de la société. Je veux dire qu'il ne faut pas laisser régresser, on est en pleine régression, donc c'est dramatique, donc il faut se battre pour la culture. Donc j'avais choisi un certain nombre de mots comme ça, d'auteurs, grands auteurs, ou moins grands, et la phrase de Flaubert, effectivement, elle fait son chemin ailleurs maintenant, mais elle aussi, elle est à sa place. Donc vous y êtes là à l'heure actuelle, mais vous allez donc y être d'une façon plus soutenue, si je puis dire, à partir de mars avec cette exposition dans l'exposition. Alors vous l'avez dit, finalement, quand vous avez constitué le choix, vous vous êtes retrouvé avec une forme de difficulté en vous disant finalement ce thème il irrigue déjà tout ce que j'ai fait. Donc comment vous avez choisi? Est-ce que là justement c'est les discussions avec Guillaume Lecointre, vous montrez les dessins? Non, c'est pas avec Guillaume, mais avec le musée de l'Homme et avec ceux qui sont en charge de l'exposition. On a très très bien échangé, ça s'est très très bien passé. Et moi j'aime bien aussi ce genre j'aime bien parfois déléguer parce que je n'ai pas à démontrer à partir de ce que j'ai fait, je n'ai pas à refaire un langage. Puisque le langage, il est là, et j'aime bien que ce soit les autres qui viennent et qui me disent ça me plaît. Alors si ça me plaît pas, moi je l'écarte, évidemment, j'ai le dernier mot, mais j'aime bien l'idée de cette espèce d'interactivité, parce que, encore une fois, tout est lié dans ce que je crée, et donc je suis vigilant, mais en même temps, j'ai partagé vraiment, le choix a été partagé avec l'équipe du muséum. Moi, j'ai confiance. Il sait rien. Je lis. Mais il connaît mon travail. Ouais. Je lis Enki depuis que je suis adolescent, donc j'ai confiance. Et je sais que le scientifique y trouvera source d'inspiration. C'est une inspiration mutuelle finalement. Oui, Enki s'inspire des scientifiques et les scientifiques s'inspirent d'Enki. Sur des valeurs, j'ai envie de dire oui, une vision du monde, j'ose pas dire philosophie, mais le mot serait pompeux, mais une vision du monde vraiment partagée. Ouais. Alors sur la question de notre rapport, nous, au reste du vivant, j'ai lu une interview de vous, je crois que c'est dans l'entretien que vous donnez au hors-série de Science et Avenir, où vous expliquez que l'être humain a de la sympathie pour ce qui est symétrique. Et ça, c'était une idée que je trouvais intéressante, sur laquelle j'avais envie de faire réagir un dessinateur. C'est de la symétrie et la sympathie. Le champignon ou l'acarien, non, l'acarien, il doit être symétrique. Oui, il l'est. Oui. Je ne sais pas quel autre exemple on peut donner, qui n'est pas symétrique, on n'a pas d'empathie pour lui, on ne va pas être dans un récit. Une éponge, oui. Comment le sauver. Vous dites que vous travaillez sur cette question. Oui, comment on développe l'empathie pour donner envie de sauver ou d'aider telle ou telle espèce animale ou végétale, ou les champignons qui sont bien là. Très, très rapidement pour Enki, la symétrie, on a, avec les personnes de mon équipe, on a soumis un couple de photos d'organismes vivants à 3000 internautes. Ouais. Et ces photos, ce sont des espèces variées, il y en a une soixantaine, et elles sont mises l'une à côté de l'autre au hasard. Et l'internaute doit répondre à deux questions. Laquelle des deux espèces vous pensez comprendre le mieux ?
Ça, c'est l'empathie. Et la deuxième question, c'est si ces deux espèces étaient menacées de mort, laquelle sauveriez-vous en premier? Ça, c'est la compassion. D'accord. Et donc on peut enregistrer pour chaque espèce des scores d'empathie, en fonction des choix des internautes, des scores d'empathie et des scores de compassion. Pour faire vite, on a pu mettre en évidence le fait que ces scores d'empathie et de compassion que nous accordons à d'autres espèces sont directement proportionnels à notre degré de parenté avec elles. Plus l'ancêtre commun est récent, plus il y a d'empathie, plus il y a de compassion, plus l'ancêtre commun est lointain dans le temps, voilà, moins il y a d'empathie et moins il y a de compassion. Les insectes s'en sortent très mal, j'imagine. Ça va encore, ça va encore. Mais justement, venons-y. Cette relation marche tant que on conserve une symétrie bilatérale. C'est un plan de symétrie où il y a la même chose à droite et à gauche. Quand ce plan est perdu, tout à coup, le paysage devient plat, l'empathie et la compassion restent minimales, et quel que soit l'organisme, finalement, ça reste minimal. Alors, c'est quoi un exemple d'asymétrie, du coup, alors? Un exemple de symétrie, c'est le fait qu'on ait deux yeux, par exemple, on est très réceptif. Et la symétrie, c'est quoi? Plan de symétrie. Alors, c'est d'autres symétries. Par exemple, si vous perdez les yeux, l'avant et l'arrière, enfin, le plan de symétrie bilatérale, l'avant, l'arrière, les yeux, si vous perdez ça, par exemple, chez une moule, ou chez une coquille Saint-Jacques, qui sont des mollusques. La sèche, la pieuvre sont des mollusques. Il y a bien une symétrie bilatérale, il y a bien deux yeux. On a beaucoup plus d'empathie à l'égard de la pieuvre ou du calamar qu'on en a pour la moule ou pour la coquille Saint-Jacques, alors que le temps de l'ancêtre commun est le même. Les moules et les pieuvres sont des mollusques, tous les deux. Et donc, ce plan de symétrie bilatérale, il est très important pour notre attention. Voilà, c'est ça, notre projection. Et il y a une exception, et il y a une exception pour ça, dans le papier on en parle, c'est alors que le calme est plat quand il n'y a plus de symétrie, eh bien si vous mettez un chêne, et là le chêne il sort complètement de la courbe, le chêne il a un score extraordinaire d'empathie ou de compassion, alors qu'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de symétrie bilatérale, il n'y a pas de... Donc le chêne, c'est l'exception. C'est un symbole aussi, il y a peut-être de la force, de la rassurante, de la stabilité. Et puis il y a eu un engouement récent autour de la notion d'arbre. On a bien vu tous les bouquins sur les arbres qui sont sortis là. D'ailleurs, le prochain film qui sort en février, là, nous sommes partenaires d'ailleurs, le chêne et ses habitants. Le film qui sort bientôt, là, montre un an magnifique, un film magnifique, des images époustouflantes. C'est un an de la vie d'un chêne, et c'est surtout un an de la vie de tous ceux qui gravitent autour du chêne. C'est magnifique. Je trouve intéressant de vous faire agir sur la question de symétrie, parce que je trouve que vous êtes dans un entre-deux par rapport à cette question, parce que d'un certain point de vue, vos personnages, ils ont une beauté qui rappelle les statues, un côté marmoréen, quoi. Les femmes sont sublimes, quoi. Mais il y a de la prothèse, il y a une tache bleue sur l'arcade droite, mais pas l'arcade, etc. Donc je trouve que vous jouez avec cette idée de symétrie beaucoup dans vos dessins. Et je joue aussi avec ce que disait Guillaume tout à l'heure sur la traversée du temps, le temps sur les organismes et sur la vie. Donc moi, c'est vrai, on parle d'une forme de beauté. C'est un choix. Certains me reprochent disent vos personnages se ressemblent tous. Je dis non, ils sont de la même famille, tout simplement. C'est un choix. Je peux vous faire des personnages très différents, mais je les reconnais pas. Je les adoube pas, donc ils ne m'intéressent pas. Mais tous ces personnages, si entre guillemets parfaits soient-ils, ils portent sur eux les stigmates du temps. Stigmates du temps. Alors c'est effectivement c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui à mon sens, qui les rend humains, qui les affaiblit, qui les rend fragiles, qui effectivement prouvent qu'ils ont traversé des époques où ils ont été soumis, où ils ont été ballottés. C'est ce que tu disais de mes personnages, et c'est vraiment ça. Ils ne sont pas des super-héros, ils ne dominent pas. Et même quand ils ont les moyens d'être super-héros, comme le personnage de Bug, pour l'instant, il ne prend pas encore conscience sur ses pouvoirs. Ben, je suis en train, entre la fin du 3 et le début du 4, je peux vous dire que j'ai choisi qu'il allait faire le mal. C'est un scoop. Donc c'est intéressant, mais pas de lui-même. Là encore, il sera encore manipulé d'une certaine façon. Donc tout ça, c'est des... Voilà, donc garnir un peu, donner de la vie à ces personnages qui, a priori, c'est trompeur, leur aspect au départ. Et puis, effectivement, la tache bleue, la prothèse, ça vient les affaiblir, ça vient les rendre humains ou les rendre fragiles.
Le bleu, c'est indissociable. Pardon, Guillaume, le bleu, c'est indissociable de votre œuvre. Oui, alors le bleu, il est présent effectivement mais pas seulement comme une couleur apaisante. C'est une couleur apaisante, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs celle de la planète, hein, c'est celle de l'eau. Enfin bon, de l'eau, l'effet chimique. Enfin bon, la vision qu'on peut avoir de la planète, c'est une couleur qui m'apaise, mais en même temps, c'est une couleur qui a des fonctions différentes et même totalement opposées dans ce que je fais. Vous parlez tout à l'heure de mes films, de Piccoli, vous parlez de Piccoli et de Trintignant. Piccoli joue dans un de mes films un personnage qui a une tache bleue. Comme le personnage de Hub, mais c'est pas la même nature. La tache bleue du dictateur Piccoli, c'est une tache malsaine, c'est une maladie, c'est de la malédiction. Alors que le personnage de Hub, on se rendra compte que c'est autre chose. Et la femme piège, c'est la séduction, c'est la sensualité. Donc voilà, les couleurs sont un langage aussi, et moi je me sers des couleurs comme je me sers des mots, qui sont très très importants aussi dans mon travail, et de l'image. Donc c'est un mélange comme ça d'éléments qui sont là pour dire des choses, proposer des visions. De manière amusante, le bleu, dans le monde animal, c'est le pigment le plus difficile à faire. Chez les animaux, quand il y a du bleu, c'est souvent de couleur physique. C'est pas un pigment, c'est une diffraction de la lumière qui rend du bleu, comme chez les fameux papillons morphos. Mais si on cherche un bleu à base de pigments dans le monde animal, c'est hyper rare. Il y a quelques espèces de papillons qui arrivent à faire ça en Amérique du Sud, mais c'est tout, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez que le pigment apparaisse comme bleu, il faut qu'il absorbe dans le rouge, et les molécules qui absorbent les longueurs d'onde qui dans le rouge du spectre lumineux, ces molécules doivent être de grande taille. Et c'est pas très économique de faire des pigments avec des molécules énormes, et ce qui fait que finalement les êtres vivants s'en sortent plus avec des couleurs physiques. Enfin, s'il y a du bleu, c'est souvent de la couleur physique, en fait. Mais plus généralement, le pigment bleu dans la nature est plus rare que les ocres, les rouges, etc. Oui, c'est ça, voilà. Dans le vivant, on fait beaucoup plus facilement tout ce qui est rouge-orangé, enfin les caroténoïdes, par exemple. Le vert. Oui, voilà. Tout ce qui est jaune jusqu'au marron, ça se fait facilement. Bleu-vert, ça commence à devenir difficile. Bleu, c'est franchement difficile. Bon, on en trouve quand même, parce que le vivant est complexe et il y a plusieurs façons de faire de la couleur, mais c'était une anecdote. C'est le caméléon qui a trouvé la solution. Lui, c'est ce qu'il veut.